Bonjour, on est le 19 juillet 2020. Ici, je vais vous montrer la réaction d'équilibre, les réactions d'équilibre. On parle d'entremise de plusieurs vidéos bien successives qui vont pouvoir vous mettre à l'esprit ce que c'est que, je veux dire, un équilibre chimique. Bon, ce que Lavoisier, je veux dire, déjà euh, avait déjà postulé auparavant que rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Il ne parlait pas en tant que matière énergétique, mais en tant que matière, c'est-à-dire en tant que matière proprement dite, et pas en tant qu'énergie, parce que c'est vrai que la thermodynamique fait référence aussi à la conservation d'énergie, mais voilà, rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme, ça peut être dit au niveau matière et au niveau énergétique, mais Lavoisier parlait en termes de matière. Alors ici, je vais faire une réaction euh, qui va faire interagir pour vous expliquer les équilibres chimiques. Un acide, qui est l'acide acétique, le vinaigre, hein, qui est COOH, CH3, voilà, CH3, COOH, qui est l'acide éthanoïque. Donc l'acide éthanoïque. Voilà, l'acide éthanoïque. CH3COOH. Bon, on voit bien la fonction acide de la chimie organique. Hein. Voilà, la fonction acide, voilà. Alors maintenant, je vais le faire réagir avec donc un acide plus de l'alcool. Ici, quel type d'alcool que c'est? Ben, c'est le C2H5OH. Donc on a ROH qui est un alcool. Hein. ROH c'est bien un alcool. ROH. Et ce R là, ben, c'est du CH3, C2, OH. Voilà. On voit bien l'alcool. Donc c'est bien CH3C2OH qui est l'alcool éthylique. L'alcool éthylique ou l'éthanol. L'éthanol qui est bien sûr comestible. Hein. Contrairement au méthanol. Le méthanol n'est pas comestible. Il n'est pas comestible. Le méthanol avec un M n'est pas comestible. Parce que c'est un danger. C'est un produit dangereux. Voilà. Alors, il va donner quoi? Mais il va donner ce qu'on appelle un ester. Puisqu'en fait, le C2, la chaîne ici C2 OH, va se rompre pour donner, bien sûr, là on a du OH, elle va se rompre ici par une rupture, ce qu'on appelle une rupture, bon, on va casser une liaison de covalence, proprement dite, voilà, on va la casser ici, ici on va la casser, mais là si elle se casse ça va donner bien sûr du H+, là on a du moins, et là on va avoir du plus avec du OH-. Et alors, bien sûr, le H+, et le OH- vont former de l'eau. Voilà, vont former de l'eau. Alors, les chaînes plus et moins vont se rallier à ce niveau-ci pour faire ceci qui est un ester. C'est-à-dire en d'autres termes, le CH3 COO- plus va se cacher au niveau du H+. Le H+, ici, il va se cacher au niveau du OH-, C2H5, OH-. Voilà, et là, on aura du CH3, COO, C2H5. Voilà. Et on a bien un ester, parce que la famille des esters, c'est CO, OR, prime R. Voilà, ça c'est un ester. Et on a ça ici, parce que CH3COO, c'est quoi C'est CH3, C, C, je vais relier directement ici, CH3, COO, le O, on a bien CH3COO, et le R' c'est C2H5. On a bien notre ester qui est ici. C, CH3, COO, C2H5, qui est ce qu'on appelle l'acétate d'éthyle ou l'acétate d'éthyle ou l'éthanoate d'éthyle. Alors, l'éthyle il est là, hein. C2H5, l'éthyle il est là. Hein.
Maintenant, la fonction ester, qui est un éthane, éthanoate, qui est un ester, éthanoate d'éthyle, voilà, l'éthanoate d'éthyle, ou ce qu'on appelle l'acétate d'éthyle, voilà, qui est, bon, un liquide organique à l'odeur caractéristique fruitée, et utilisé principalement en tant que solvant, qu'on retrouve naturellement dans certains produits tels que les raisins, le rhum est dans les raisins endommagés par la grêle. Donc c'est une odeur qui ressort caractéristique. Bon, ceci étant dit, voyons voir la constante d'équilibre. Bon, on sait bien que la réaction ici va donner un CH3OH plus un C2H5OH va nous donner un CH3COOH5 plus H2O. Alors, je vous rappelle que la réaction se fait soit dans ce sens-là, c'est ce qu'on appelle à partir de l'acide plus l'alcool. L'acide plus l'alcool donne un ester plus de l'eau. Bon, si on a l'ester, ça veut dire que on a une réaction d'estérification. Mais maintenant, si on a la réaction inverse, bien sûr, elle peut avoir lieu. L'eau plus l'ester peut donner l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on aura ce qu'on appelle une hydrolyse. Par une hydrolyse, je vais obtenir de l'alcool et de l'acide acétique. Voilà, qui est le vinaigre, hein, l'acide acétique qui est le vinaigre. Bon. Alors les conditions stoichiométriques, d'après Lavoisier, pour que ça se conserve, il faut que j'ai les molécules qui vont se former dans ce sens-là, dans le cadre de la stérification. Hein. Je parle en tant que stérification et non pas d'hydrolyse. Dans le cadre de la stérification, je vais partir de la gauche pour aller vers la droite. Ça veut dire que les réactifs sont à droite, à gauche, et les produits sont à droite. Ce qui veut dire que bon, rien ne se gagne. Rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme au niveau matière. Je vous rappelle encore une fois, parce que Lavoisier parle en tant que notion de matière palpable, voilà. Et donc là, on voit bien que pour définir les conditions stoichiométriques, ces deux-ci vont se casser, je vous l'ai montré par la réaction, ils vont se casser pour former ceci. Donc ceci vient de ceci. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui a été donné de l'extérieur. Le système étant, je veux dire, on a un système ici qui n'échange rien avec le milieu extérieur, donc on a un système isolé. Voilà, il n'échange ni matière ni énergie avec le milieu extérieur. Donc, s'il n'échange ni matière ni énergie, et si moi je suis en termes de matière, hein, je parle en tant que matière, en tant que molécule, en tant que atome, voilà, en tant qu'atome, tout est conservé, la matière est conservée. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'échange avec le milieu extérieur, il n'y a rien qui a été donné du milieu extérieur, et il n'y a rien qui a été perdu, il n'y a rien qui a été donné, qui a été perdu, qui a été donné au milieu extérieur, et il n'y a rien qui a été donné du milieu extérieur au système. Voilà, le système c'est ça, c'est les réactifs là, et les produits, c'est ces deux produits là. Bien sûr dans le sens de l'estérification, parce que j'analyse l'estérification. Alors bon, quand ça va se décomposer, ben, ça va recomposer ça. Bon, est-ce qu'il va tout se décomposer totalement? Pas forcément. On n'a pas forcément une réaction totale. Hein. On n'a pas, bon, ça c'est quand on a des acides forts, par exemple, on a une réaction totale, tout est consommé. Voilà, ben, ici c'est pas le cas. Voilà, c'est pas le cas. Alors on aura une partie qui va rester, je veux dire, de CH3COOH. Donc les entités qui seront dans la solution, ben, on aura ça, ça, ça et ça. On aura 4 entités. On aura 4 entités qui seront présentes dans la solution parce que ces deux produits-là vont former les réactifs, mais tout ne va pas se consommer, donc on va retrouver ces deux entités-là. Alors ça va se faire bien sûr à une température de 100 degrés. Hein. Voilà. Donc c'est une réaction qui est la réaction qui va se produire à une température de 100 degrés et elle est réversible. Voilà. Alors la quantité de matière provenant des réactifs, mais tout va se conserver. Donc on aura un carbone, 2 carbones, 3, 4. On a 1, 2, 3, 4, 4 carbones. Un carbone, j'en ai 2 là, ça fait 3. Et j'en ai un là, ça fait 4. Donc j'ai 4 carbones au niveau des réactifs et 4 carbones au niveau des produits. Les hydrogènes, j'en ai 3, 4, j'en ai 5 ici, ça fait 9 plus 1, ça fait 10. Là j'en ai 5 plus 3, ça fait 8, 9, 10. Plus les deux d'hydrogène, ça fait 10. Au niveau carbone, c'est équilibré. Au niveau d'hydrogène, c'est équilibré. Au niveau d'oxygène, j'en ai 2,
plus 1 ça fait 3, 2 plus 1 ça fait 3, tout équilibré au niveau carbone, hydrogène, oxygène. Donc vous voyez qu'en mettant les coefficients stoichiométriques 1, 1, 1, 1, mais ça va me donner, je veux dire, bon, ça va me donner ce qui doit réagir pour donner ceci. Ce qui doit réagir pour donner ceci. Bon, alors, ceci étant dit, pourquoi 1, 1, ça donne 1, 1, mais c'est justement la conservation de la matière d'après Lavoisier. C'est-à-dire que là, on a un réarrangement moléculaire qui va donner, ces deux-ci vont redonner ceci, plus ça. Voilà, c'est un réarrangement, rien n'a été donné de l'extérieur, rien n'a été donné, rien n'a été pris de l'extérieur et rien n'a été donné à l'extérieur. Ce qui veut dire que tout vient de là. Tout vient de là. Et c'est ça que Lavoisier se dit, bon, il y a une conservation de la matière, conservation du nombre de moles et donc de la quantité de matière, et donc, voilà, conservation des poids, et tralala, tralala. Voilà, bon, ceci étant dit, maintenant je fais une première expérience. Prenons une première expérience pour étudier les équilibres chimiques. Voilà ma première expérience. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai une situation initiale, bien sûr, et ici je vous rappelle que la thermodynamique, bon, fait référence à une situation initiale et une situation finale. C'est-à-dire qu'il y a le début de l'expérience et la fin de l'expérience. Le début de l'expérience, et on s'en fout de ce qui se passe entre eux. Peu importe le chemin pour lequel vous êtes arrivé dans la situation finale, peu importe s'il y a eu des transformations intermédiaires, on s'en fout. Ce qui est intéressant en thermodynamique, c'est la situation initiale et la situation finale. Contrairement à la cinétique, il faut intervenir à n'importe quel moment, on peut trouver, je veux dire, l'évolution du nombre de moles en fonction du temps. Voilà, en fonction du temps, on peut retrouver l'évolution du nombre de moles. Soit le nombre de moles va diminuer, ou soit le nombre de moles va augmenter. Et à un moment donné, on peut se trouver combien de moles que l'on a, en fonction des concentrations, bien sûr. Voilà, et d'une constante, voilà, une constante de vitesse. Bon, ceci étant dit, là, qu'est-ce qui se passe? Mais en situation initiale, on a une mole de CH3COH. Ouais. On a 0,33 mol de C2H5. Ouais. Alors, je vous rappelle ici que 1 est 0,33. Bien sûr, au départ, la réaction n'a pas couru lieu. On a 0 mol de CH3COH C2, CH3CO C2H5 qui est l'ester. L'ester, il est là. Hein. Je vous rappelle que l'ester, il est là. L'acide, il est là. Et l'alcool, il est là. Voilà. Et ça donne l'eau, il est là. Bon. Alors, l'ester, il n'a pas encore été formé, ni l'eau, parce qu'on vient de commencer la réaction, on a une situation initiale. Bon, on fait la réaction et on attend la stabilisation, parce qu'il y a tout un processus qui va avoir lieu. Voilà. Attention que les facteurs thermodynamiques ne suffisent pas pour évaluer, je veux dire, l'évolution d'une réaction. Il faut aussi des facteurs cinétiques. Hein. Voilà, c'est bien que ce soit spontané, mais bon, il y a les facteurs cinétiques qui rentrent en jeu. Bon, enfin bref, ici, ce que je voulais vous dire ici, c'est qu'on a une mole et 0,33 mol. Ce qui veut dire, par rapport à la réaction que je viens de vous mettre ici, ben, on n'a pas 1 et 1. Ça veut dire qu'ici, normalement, pour qu'on ait les bonnes pondérations, je dois avoir 1 et 1. Ouais, on n'a pas mis 1 et 1 dans le cadre de cette expérience, ce qui veut dire qu'on n'a mis que 0,33 ici pour l'alcool. Ça veut dire que l'alcool est en défaut par rapport... parce que s'il n'était pas en défaut, on aurait 1. On n'a pas mis 1, on a mis 0,33. Pour 1, on devrait avoir 1. Mais pour 1, on a 0,33. Voilà, donc ça c'est l'expérience qui veut qu'on mette 0,33. Bon, mais au départ on a 0 mol de formé de CH3CO2H5 et 0 mol de C... Voilà. Et après à un moment donné on fait réagir et après à la fin de la réaction qu'est-ce qui se passe? À la fin, c'est-à-dire que quand il n'y a plus rien qui évolue, et on remarque toujours ça, qu'il n'y a plus rien qui évolue parce qu'il y a un facteur cinétique qui rentre en jeu. Un facteur cinétique, bon ici on a le nombre de moles qui va diminuer, voilà, et puis ça va se stabiliser. Là on a un nombre de moles qui va diminuer, et voilà, et puis en fonction du temps bien sûr, et qui va se stabiliser. Et là on aura un nombre de moles qui va bien sûr augmenter et qui va se stabiliser. Et là un nombre de moles qui va augmenter et qui va se stabiliser. Bon. Alors la stabilité ici du nombre de moles qui va apparaître, ben, elle est la même là et là. Ben, c'est un peu normal. Pourquoi? Parce que dans la réaction stoichiométrique, on voit qu'on a 1, donc ça veut dire que on aura autant qui va être donné pour le CH3CO au C2H5 et autant qui va être donné pour le H2O. Ça c'est tout à fait logique. On aura toujours ça. Donc, voilà. Bon, mais ce qu'on n'a pas ici identique, c'est là. C'était voulu. Ça a été voulu par voilà, par l'expérience. C'est l'expérimentateur qui a fait en sorte que cette expérience-ci, bon, on prenne
le C2H5OH qui soit pris en défaut par rapport voilà, au CH3COH. Il est bien en défaut, et grandement en défaut, parce qu'on est loin de 1 ici. Alors, quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe? On voit que les moles vont pas. Bien sûr, on est en mole par litre ici, hein, on a pour une concentration molaire. Voilà, 1 molaire ici, là il est 1 molaire, c'est-à-dire 1 mole dans 1 litre. Voilà, et là, qu'est-ce qui se passe? Bon, on a une consommation de CH3COH et une consommation de C2H5OH pour donner pour obtenir le produit CH3COA au C2H5 et H2O dans les mêmes en même proportion molaire. Il va donner 0,3 mol par litre pour CH3CO2H5 et 0,3 mol par litre de H2O. Ben, maintenant, voyons voir. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que 1 moins 0,7, mais qu'est-ce qui a été consommé? Puisque la situation finale vaut 0,7 mol à la fin. Bon, à la fin, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui évolue. C'est normal parce qu'à un moment donné, la réaction, le nombre de moles diminue en fonction du temps, mais à un moment donné, on a ce qu'on appelle une asymptote. Bon, il n'y a plus rien qui évolue. On a beau attendre 20 ans, mais ça va bouger de fifrenin, mais c'est vraiment des fifrenins. Autant arrêter à un moment donné, quand on a des courbes exponentielles, qui sont les courbes de vitesse exponentielles, mais à un moment donné, l'exponentiel, voilà, il a une asymptote. L'évolution monte et puis ça ne remonte pas indéfiniment. À un moment donné, il y a l'arrêt de la montée, c'est ce qu'on appelle, je veux dire, un équilibre. On arrive à un état d'équilibre où il n'y a plus rien qui bouge. Voilà, on arrive à un état d'équilibre, c'est-à-dire que on n'a plus une exponentielle, mais elle suit l'évolution d'une droite. Ouais, c'est-à-dire qu'on a une constante. Une constante, je veux dire, y égale constante. Voilà. Quand vous avez une courbe qui fait ceci, je peux le faire ici. Voilà, les vitesses, voilà, ça c'est le nombre de moles, qui diminue en fonction du temps. Nombre de moles. Là, on a le nombre de moles qui diminue en fonction du temps. Voilà, mais là, on a une stabilisation. Voilà. Puis, ça, c'est quand voilà, on a une stabilisation, ben, on suit une droite. Hein. L'équation de droite, là, ça veut dire qu'on est à l'équilibre. Hein. Par contre, si on a un nombre de moles qui augmente, c'est le cas des produits formés, ça ce sont les réactifs consommés, et ça c'est les produits, ben, à un moment donné on atteint un équilibre, on ne suit plus une loi exponentielle, mais l'exponentielle suit une droite. On n'a plus une loi exponentielle, mais on a une loi exponentielle qui suit la loi d'une droite. Donc c'est ce qu'on appelle l'équilibre. Pourquoi elle suit la loi d'une droite? Parce qu'elle suit une asymptote. Suit une asymptote. Et voilà. Donc on aura une stabilisation. Fortement, ça ne va pas indéfiniment. L'asymptote ne va pas monter. Voilà, non, ici l'asymptote elle se stabilise toujours pour avoir ce qu'on appelle, je veux dire, un arrêt de montée. Ça monte et puis ça s'arrête de monter. Et c'est valable pour toutes les lois exponentielles comme ça en fait. Hein. Ça c'est pas propre, je veux dire, aux réactions chimiques. Hein. Je veux dire que ce soit pour les charges électriques dans un condensateur, ben, c'est pareil. On a une loi exponentielle de cette même allure là. Mais simplement, ici la différence voilà, de l'électricité. En électricité, ça dépend on a un facteur tension, facteur courant, on a le facteur temps et un facteur bien sûr constante de temps. Constante de temps. Voilà. Ici, c'est un peu la même chose. On a la constante, la constante de vitesse, mais on a aussi les concentrations. Qu'est-ce qui va faire la vitesse de la réaction, de la création ou de la diminution du nombre de moles en fonction du temps. Voilà, c'est en fonction des concentrations. Voilà. Et justement, là, on a bien des concentrations. Donc, on a une stabilisation qui va se faire, qui est propre, bien sûr, à la constante de temps et aux concentrations. Voilà. Ceci étant dit, vous voyez bien qu'ici on diminue, la réaction s'arrête à 0,7, elle n'évolue plus. Donc les têtes d'équilibre, ça se voit tout de suite parce qu'il n'y a plus rien qui évolue, ça reste comme ça, on a beau attendre 20 ans, ça sera toujours 0,7, 0,03, là on aura 0,3 et 0,3, bon, peut-être des fifrelins qui vont évoluer, mais bon, on peut se dire que c'est 0,3. Bon. Alors ici, la diminution pour former du CH3COOH2, ben, enfin CH3CO, C2H5, ben, il a fallu, bon, il n'y a eu qu'un différentiel de 0,3. C'est-à-dire qu'on a une mole, mais elle a perdu que, quand je dis moins, c'est une perte, elle a perdu, enfin, elle a transformé 0,3 mol pour se stabiliser à 0,7 mol. Là, 0,33 mol, il s'est transformé à 0,03 mol, ça veut dire qu'il y a une transformation de 0,3. Alors on remarque que
moins 0,3, moins 0,3. Là, un différentiel de 0 à 0,3, on a plus 0,3. Là, on a un différentiel de 0 à 0,3, ça fait 0,3. Donc, vous voyez que ce 0,3, ce différentiel-là, quand on regarde bien, ce différentiel, il vaut 0. On a bien un état d'équilibre, là. Parce que moins 0,3, c'est moins 0,6. Plus 0,3, plus 0,3, ça fait plus 0,6. Moins 0,6, plus 0,6, ça fait 0. Et remarquez qu'on a toujours 0,3 ici. Hein. Voilà. Donc, connaissant le différentiel ici, je sais, même si j'avais pas eu ce nombre-là, ni ce nombre-là, je sais bien qu'ici, j'ai moins 0,3. Donc là, j'aurai moins 0,3 aussi. Et donc là, j'aurai 0,3 et 0,3. Et donc là, fatalement, plus 0,3 et plus 0,3. Donc en connaissant uniquement ça, voilà, uniquement ceci, je peux déterminer tout le tableau. Hein. Rien qu'en déterminant ceci, connaissant ceci, je peux déterminer tout le tableau. Mais ça a été fait par expérience, bien sûr. Alors, ceci étant dit, remarquez quelque chose. Ça, le fait d'avoir 0 ici, un état d'équilibre, ça veut dire qu'on a une conservation de la matière, rien n'a été perdu, rien n'a été perdu en masse, rien n'a été gagné en masse, tout a été conservé. C'est simplement des transformations en quantité molaire qui sont proportionnelles. Hein. Tout est proportionnel ici, c'est proportionnel. Voilà, le delta ici vaut moins 0,3 et plus 0,3 et plus 0,3. Voilà. Donc ce qui veut dire ici, regardez même au-delà de ça, là on a combien de moles? 1,33. Et là on a combien de moles? On en a perdu 0,3 ici. Enfin, oui, par rapport à l'initial, on en a perdu 0,3, on s'est stabilisé à 0,7 moles en situation finale pour le CH3COH, pour l'acide. Mais pour l'alcool, bon, on est parti de 0,3 qui est en défaut et en grandement en défaut, plus 0,3. Si je fais 0,33 moins 0,3, je m'excuse, moins 0,3, j'obtiens 0,03. Voilà, 0,003. Voilà, ça veut dire que si je continue ici, voilà, si j'avais pris un plus grand défaut, si j'avais pris 1 et 0,7, et si j'avais pris ici 0, là on a 0,3, si j'avais pris exactement 0,3, j'aurais plus rien ici. Hein. Parce que tout aurait été consommé. Hein. Si je prends 1, 0,7, 0,3, là j'aurais eu 0. Hein. Parce que 0,3 moins 0,3, j'aurais eu 0. Donc là, tout aurait été consommé. Là, on arrivera à 0 ici. Enfin bref. Tout ça pour vous dire qu'ici, regardez bien, 0,7 plus 0,03 plus 0,3 plus 0,3, ça fait un 33. On a bien une conservation du nombre total de moles. Le nombre total de moles, c'est 0,7, bien sûr dans un litre. 0,7 plus 0,03 plus 0. Là, on a déjà 0,6. Là, ça fait 0,63 plus 0,63 plus 0,7, ce qui fait un 33. Voilà. Ce qui fait un 33. Donc on a bien une conservation du nombre de moles. Qu'est-ce qui s'est passé dans la réaction? Rien n'a été perdu, rien n'a été gagné. Tout s'est transformé de telle manière à conserver le nombre de moles. Le nombre total de moles a été conservé. Donc il en a perdu ici, mais il en a regagné ici. Il en a perdu ici, mais il en a regagné ici. Et ça, dans des conditions, je veux dire, fortement stoichiométriques. Hein. Alors maintenant, si je prends une expérience numéro 2, voilà, je vais prendre toujours ceci. Voyons voir. Alors là, j'ai l'expérience numéro 2 qui va me dire que j'ai un défaut. J'ai un défaut qui est 0,50, mais un moins grand défaut. Parce que normalement, la réaction stoichiométrique devrait donner 1,1. On a pris 0,33. Dans la première expérience, on a pris 0,33. Ah oui, on a pris 0,33. Maintenant, je suis toujours en défaut ici, mais moins en défaut que l'autre. Parce que là, 0,50, je commence à me rapprocher de 1. De la pondération stoichiométrique de la réaction normale. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? Bien sûr, avant réaction, situation initiale, on a 1 à 0,50, il n'y a rien qui a été consommé, il n'y a rien qui a été consommé et rien qui a été produit. C'est normal, la réaction, elle démarre en phase initiale. Mais en phase finale, c'est quand, je veux dire, à un moment donné, on est stabilisé, toujours à 100 degrés Celsius, on est stabilisé, on remarque qu'il n'y a plus rien qui se passe. Quand on est sûr et certain qu'il n'y a plus rien qui se passe, à ce moment-là, on peut se dire que, qu'est-ce qu'on a retiré de cette expérience-là? Mais que l'acide, on a 0,58 nombre de moles en finalité, 0,08 en alcool, mais que en acétate d'éthyle qui est l'ester il fait 0,42
et là 0,42. Bon, là on comprend pourquoi 0,42 c'est 0,42. Parce que je vous ai dit que un alcool plus un acide plus un alcool donne un ester plus une molécule d'eau. Voilà. Donc ça donne 1,1. Donc fatalement ici on aura 0,42 parce qu'on n'a pas un coefficient de nombre de moles qui est supérieur l'un par rapport à l'autre. Donc fatalement ici c'est pour ça qu'on étudie généralement l'ester et l'eau, enfin la réaction là d'estérification, parce que justement on n'a que 1, c'est la meilleure manière d'expliquer pour bon, les étudiants ou les élèves. Voilà, là. Et puis après on évolue, hein, on met une autre équation avec d'autres coefficients stéréométriques, on met même des gaz. Je veux dire, on regarde comment ça se passe. Et ça donne certaines lois. Voilà, ça va donner certaines lois. Mais bon, le but ici n'est pas de voir les lois qui sont derrière, c'est juste voir la constante d'équilibre. Voir juste la constante d'équilibre. Donc en ayant 1 me donne 1. Voilà, donc c'est la plus simple forme possible pour expliquer la constante d'équilibre. Voilà, donc 1 me donne 1, mais ce qui veut dire que si j'ai 0,42, ça doit me donner 0,42. Par contre, ici, on n'a pas mis 1. On a mis 1 au départ, mais on a mis 0,50. Mais ça veut dire qu'on a un défaut, mais un moindre défaut que le 0,33, parce que là, on était en plus grand défaut. Hein, 0,33, on n'a presque rien. À 0,50, on a augmenté un petit peu le nombre de moles de C2H5OH en alcool. Là, en ce moment, on se rend compte qu'on a, bien sûr, une quantité plus importante qui est formée de CH3CO, C2H5, H2O qui est plus formé. Il y a plus. Donc si j'augmente la quantité d'alcool, il est tout à fait normal qu'ici, bon, on va augmenter, je veux dire, de 0,3, on va passer à 0,42. Par contre, regardez bien l'équilibre, comme il va se faire. L'équilibre, il ne va pas se faire à ce niveau-ci, parce que là, on sait bien qu'il va augmenter. Par contre, là, regardez bien. Là, le nombre de moles au total, il va... là, on est à 0,7, donc il a consommé 0,3. Là, il va consommer 0,58. Voilà. À la fin, il a 0,58. De 1, on part, voilà, il se retrouve à la moitié. Alors que là, de 1, il se retrouve même pas à la moitié. Il se retrouve même pas à la moitié. Hein. Pourquoi? Parce que c'est normal, c'est à cause de la quantité qui est fortement en défaut, qui fait que, bon, lui, il va perdre très peu. Il va perdre très peu. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui est en défaut. Alors si vous diminuez le défaut, mais il va produire plus. Il va produire plus de CH3COOH. Voilà. Et c'est ce qui se passe. Ici 0,58, mais il va produire plus de CH3COH parce que bien qu'on a un défaut, mais il va produire plus de CH3COH. Et donc s'il produit plus de CH3COH, le différentiel ici entre la situation initiale du nombre de moles et la situation finale du nombre de moles a augmenté, parce qu'ici on arrive donc on a moins 0,42. Ce qui veut dire que là on aura moins 0,42 aussi produit, donc de 0,50 moins 0,42. Là on a 0,08. Voilà, on a 0,08. 0,50 moins 0,42, ça fait 0,08. Ça veut dire que, bon, là, c'est normal. On est passé à 0. Si on augmente la quantité, on est moins en défaut. On a pris 0,5. De 0,33 à 0,5, ben, on va passer de 0,03 à 0,08. Voilà. Donc, on aura un différentiel qui sera beaucoup plus grand que 0,3, qui sera 0,42. Ce qui veut dire que là, on va produire plus, si vous voulez. On va produire plus de CH3CO, C2H5, c'est-à-dire plus d'ester et plus d'eau. Voilà. Ceci étant dit, on remarque aussi que 1 plus 0,50 ça fait un 5, 0,58 plus 0,08 plus 0,42 plus 0,42 ça fait un 5. Et que les différentiels, ben, moins 0,42 moins 0,42 ça fait moins 84, moins 0,84. 0,42 plus 0,42 de produit, ça fait 0,84 en nombre de moles. 0,84 moins 0,84, ben, on a bien le différentiel voilà, en nombre de moles par rapport à ce qui a été produit et ce qui a été, je veux dire, voilà, qui a été consommé, eh bien, ça donne 0. Et là, on voit bien qu'on a bien l'équilibre voilà, du nombre de moles de Lavoisier. On le voit ici, on le voit là. Lavoisier, on le voit ici, et via tous les différentiels ici, on voit tout. Lavoisier, là, il y a vraiment, c'est du Lavoisier, conservation de la matière à 100%. Voilà. Alors maintenant, faisons l'expérience numéro. On va faire une expérience numéro 3. Alors pour ça, je vais chercher celui-ci. Là. Voilà. Expérience numéro 3.
Alors, l'expérience numéro 3, on a toujours de l'acide, l'alcool, l'ester, et bien sûr, l'eau. Là, à ce moment-là, je suis dans les conditions stoichiométriques. Ah, je suis dans les conditions stoichiométriques. Bon, j'ai pas encore commencé, 0, 0, 0. Bien sûr, les conditions stoichiométriques, maintenant, on est là. On est dans cette réaction-là. 1, 1 me donne 1, 1. Alors qu'avant, je mettais par exemple 1, je mettais 1, ouais, j'avais le 1 ici, ouais, je mettais le 1. Et là, j'avais, voilà, je mettais X. Et regardez ce qui se passait là-bas. En situation finale, on avait Y, et bien sûr, vous aurez compris qu'on avait Y ici, parce que la quantité, le nombre de moles était, voilà, si vous mettez X ici, on a Y, Y. Voilà. Quand on met X ici, on a Y, Y. Bon. Alors, donc ici, c'est comme si on avait X. Hein. J'aurais pu mettre X. Ici, j'ai X. Si je mets X et Y ici, je peux faire ça. Je mets X, voilà, et je mets Y. Et là, on sait bien qu'on aura Y. Parce que 1, 1, 1 nous donne 1, 1. Donc, fatalement, on aura Y, Y. Bon. Alors, là, vous voyez qu'on a 1 et 0,50. C'est différent. Hein. Donc, ce qui veut dire qu'ici, ce sera différent. Notamment, si c'est différent ici, ce sera différent ici. Parce que 1, 1 me donne 1, 1. Donc, je vais avoir la même quantité ici. Si je joue avec les mêmes quantités ici, je vais avoir les mêmes quantités là. D'ailleurs, vous allez le voir tout de suite avec le 1, 1. Bon, mais ici, je mets X. Mais comment trouver la quantité ici? Ben, je vous l'ai dit. Vous faites 1, on connaît la situation initiale, la situation finale. 1 moins 0,52, ça fait le différentiel vaut moins 0,42. Donc, vous faites 0,50 moins 0,42, ce qui fait 0,08. Voilà. Alors, comment trouver le Y? Ben, le Y, vous aurez compris que c'est... on connaît moins 0,42. Là, il s'est produit, c'est plus 0,42. Ce qui veut dire de 0, pour avoir plus 0,42, c'est plus 0,42 plus 0,42. Voilà, plus 0,42 plus 0,42. Voilà. Alors maintenant, voyons, analysons celui-ci, l'expérience numéro 3. Là, je suis dans les conditions stoichiométriques. 1 plus 1, ça fait 2. Voilà, ça c'est déjà une chose. Mais là, qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce qu'on remarque? Là, tout à l'heure, c'était, bon, 1, on était en défaut, et puis moins en défaut. Là, on avait 0,03 quand c'était... Ouais, je m'excuse. On avait... si, on avait 0... J'avais mis 0,33. Ouais, je vais faire le tableau après final. On a mis 0. Le premier tableau, expérience numéro 1, c'était 0,33. 0,33. J'ai 0,7 et 0,03. Je mets 0,50, mais 0,70. Bon, ça veut dire qu'on arrive à 0,7 à la place de 0,7. On arrive avec 0,33 à 0,7, mais avec 0,50, on arrive à 0,58. On consomme un peu plus. Il y a plus qui a été consommé. Donc le différentiel, c'est moins 0,42. La variation du nombre de moles, c'est moins 0,42. Voilà. Mais ça, donc, ça veut dire que si on augmente ici, ben, vous comprendrez qu'ici, on va passer de 0,7, ça va diminuer ici. Le nombre de moles consommés, il y en a plus. Donc fatalement, on va descendre à un nombre de moles beaucoup plus bas pour 0,58, 0,50. Pour 0,50. Mais maintenant, si je mets 1, je serai encore plus bas que ça. Si je mets 1, 1, je serai encore beaucoup plus bas que 0,58. Voilà. Alors, faisons-le pour 1, 1. 1, 1, ben, on a 0,33. 1, 1, 0,33, c'est 1 tiers. En gros, c'est 1 tiers. Voilà. Voilà, on a 1 tiers. Bon, et là, comme on a 1, 1, cette fois-ci, on a une condition stoichiométrique. Si j'ai 1 tiers ici, j'ai 1 tiers ici. Avant, on n'avait pas les mêmes quantités. C'est normal, il y en a un qui était plus en défaut par rapport à l'autre. Mais ici, ils sont en même quantité, donc 1, 1 va donner 1 tiers, 1 tiers. Voilà. Alors, ce qui veut dire que moins 1 moins 1 tiers, ce qui fait, ça va diminuer de moins 2 tiers. Là, ça va faire quoi? Ben, ça va diminuer de moins 2 tiers. Moins 2 tiers. Mais là, ça veut dire que ça va augmenter de plus 2 tiers. Et là, ça va augmenter de plus 2 tiers, ce qui veut dire que là, on a
2 tiers, et 0,67 c'est le 2 tiers. Hein, voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? 1 plus 1 ça fait 2. Ouais. 1 plus 1 ça fait 2. Mais on remarque aussi que 1 tiers plus 1 tiers ça fait 2 tiers. 2 tiers plus 2 tiers ça fait 4 tiers. 4 tiers plus 2 tiers, ce qui fait 6 tiers. 6 tiers ça fait bien 2. Donc on a bien le nombre total de moles qui se conserve. On a bien moins 2 tiers, moins 2 tiers, moins 4 tiers, plus 2 tiers, plus 2 tiers, plus 4 tiers, ce qui fait on a bien une conservation de, voilà, de la matière. Voilà. Attention que si je suis, ne perdez pas de vue, je suis en estérification. Hein, parce que si vous faites une hydrolyse, c'est la même chose. Hein. Voilà, on aura une hydrolyse, vous allez voir que c'est un petit peu un phénomène juste inverse. Hein, c'est juste ça en hydrolyse. Si vous faites des graphiques en relation avec tout ça, ben, si vous faites une réaction d'hydrolyse, tout ce qui est dit pour l'estérification sera vrai pour l'hydrolyse. Voilà. Alors, de toute façon, je veux bien faire par rapport à une vidéo plus tard, l'hydrolyse, vous montrer comment ça va. Alors, ceci étant dit, ça c'est l'expérience numéro 3. Bon, alors là, on a respecté les coefficients stoichiométriques. 1, 1, on a 1 tiers, 1 tiers, 2 tiers, 2 tiers. Bon. Alors maintenant, je vais faire une expérience numéro 4. L'expérience numéro 3, 2, 1. Mais je vais faire une expérience numéro 4. Voilà, qui est la suite. Voilà. Expérience numéro 4. Voilà. Alors, on a toujours notre situation initiale. On a toujours notre acide. Ça, c'est l'expérience numéro 4. Hein. On a toujours notre acide, notre alcool, notre ester formé. Bien sûr, ici, en situation initiale, on n'a rien qui a été formé, c'est normal, on vient de commencer à... Et là, je calcule directement le nombre de moles. J'ai une mole plus 2 moles, ça fait 3 moles. J'ai 3 moles en situation initiale. En situation finale, mais là, j'ai un réactif qui est en excès. Le 2, il est en excès. Le 2 est en excès. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'alcool voilà, dans la réaction de départ. Et là, qu'est-ce qu'on va remarquer? Le différentiel est beaucoup plus grand. On a moins 0,85. Voilà, regardez ce qui est formé. On n'a plus 2 tiers. 2 tiers, c'est 0,67. Là, on a au-delà de 2 tiers. 0,85, 0,85. On a dépassé le cap des 2 tiers. Voilà. En conditions stoichiométriques, 1, 1, ça nous donne 2 tiers, 1 tiers, 1 tiers, 2 tiers, 2 tiers. Voilà, ça veut dire que comme il y a un réactif qui est beaucoup plus prépondérant, c'est de H5OH, ça veut dire qu'on va aller au-delà des capacités de 2 tiers, de 0,67. Donc on va former plus de, si vous voulez, de produits d'eau parce qu'il y a un réactif qui est tant en excès, mais celui-ci est en défaut. CH3COH est en défaut. Voilà. Alors, bien sûr, quand tout à l'heure je disais qu'il y avait un réactif qui était en défaut, c'est que l'autre était en excès. Hein. Ah non, non, oui, il est en excès. S'il y en a un qui est en défaut, l'autre est en excès d'office. Hein. Donc ici, je pars du principe que je parle de l'alcool. Lui, il est en excès, donc l'autre est en défaut. Mais tout à l'heure, C2H5OH était en défaut, donc l'autre est en excès. Forcément, s'il y en a un il est en défaut, forcément, il y en a un qui est en excès. Ça, c'est bon, c'est tout à fait logique. Hein. Alors, là, qu'est-ce qui se passe 1, 2. Mais vous voyez que le différentiel ici est nettement plus grand. Le fait de mettre 1, 2, ben j'ai un différentiel de moins 0,85, moins 0,85, ce qui va donner plus 0,85, plus 0,85, pour donner, je veux dire, un différentiel de 0. Donc on a un différentiel de nombre de moles perdus beaucoup plus grand ici, ainsi que ici, mais un différentiel de moles gagné ici et ici, par comparaison à toutes les réactions où le C2H5OH était pris en défaut, qu'il soit en grand défaut ou en petit défaut, ou qu'il soit mis en condition stoichiométrique 1,1. Ben voilà, donc le différentiel est beaucoup plus grand quand on prend C2H5OH en excès. Voilà, il en est en excès. Mais là, comme il est en grand défaut, mais là, le CH3COH, il restera presque plus rien, parce que déjà quand on a un 1, il reste plus qu'un tiers. La réaction n'est pas totale. Voilà, pourquoi? Parce que là, vous avez affaire à un acide faible, c'est un acide faible. On a un acide faible, CH3COH, c'est un acide faible.
Et c'est pour ça que, bon, on n'a pas une réaction qui est complètement, qui est totale. On n'arrivera jamais à terminer toute la réaction et obtenir en finalité zéro. C'est normal parce qu'on a, on a un acide faible. L'acide faible va pas se décompositionniser complètement. Je veux dire, il va rester du CH3COH dans la réaction. Bien, alors que certains ont donné des ions, parce qu'ils vont donner des ions pour s'associer avec les ions de. Parce que je vous avais dit au départ, on a CH3CO-, C2H5+, voilà. Et ces deux ions, mais ces deux ions-là vont s'associer pour donner l'ester. Et l'ion H+, et OH- va se former pour donner l'eau. Voilà. Mais ce qui veut dire que, ouais, pour donner des ions et s'associer, ils vont se casser, il faut qu'ils se cassent. Voilà. Mais il y en a qui ne vont pas se casser. Le problème, il est là. Voilà. Voilà, il y en a qui. Alors, ceux qui vont se casser, ben, c'est pour faire justement la liaison et l'ester. L'ionisation va donner ceux qui vont s'ioniser vont donner l'ester, mais ils ne vont pas tous s'ioniser, puisqu'il restera du CH3COH en réaction et du C2H5OH en réaction, qui ne va pas se casser. Voilà, et donc c'est normal. C'est normal parce que voilà, on en a un CH3COH est un acide faible. Un acide faible. Donc fatalement, il ne va pas se casser complètement. Voilà. Donc il va rester des composants CH3COH. On n'arrivera jamais à une réaction totale, si vous voulez. Voilà. On aura 0,15 de CH3COH. Et comme le C2H5OH est prépondérant, voilà, comme ils ont un différentiel de 0,85 mol tous les deux, ben on arrivera bien sûr à un 15 ici, 0,15 là. Et lui, il est plus grand que lui. Alors que lui, quand lui, il était en défaut, ben, lui, il était plus petit que lui. Parce qu'on avait à un moment donné 0,7 et 0,003. Mais ici, là, c'est normal parce que qu'est-ce qui est en excès? Regardez bien. Là, qu'est-ce qui est en défaut? L'expérience numéro 1 me dit que qui est en défaut? Ben, c'est C2H5OH. Voilà. Qu'est-ce qui est en excès? Ben, c'est celui-là, c'est CH3COH. Donc quand il est en excès, la substance en excès, ici c'est le CH3COH. Parce que celui-ci est pris en défaut, on devrait avoir 1, mais on a une valeur plus petite que 1. Ce qui veut dire qu'ici, on a produit plus enfin, on a en situation finale, on a plus de moles que celui-là. Le CH3COH qui est l'acide aura plus de moles que celui-là. Voilà. Maintenant, si j'augmente les défauts, ben, enfin, je diminue le défaut. Celui-ci est moins en défaut que l'expérience numéro 1, mais ça veut dire que lui, s'il est moins en défaut, 1,50, ben, là, il est moins en excès. S'il est moins en défaut, il est moins en excès. Celui-ci est moins en excès. Donc, ce qui veut dire que là, on commence en situation finale, on n'aura plus que 0,58 mol par rapport au plus grand défaut tout à l'heure, on avait 0,7. Voilà. Mais quand on avait un grand défaut ici, celui-ci restait plus grand que celui-ci. Voilà. L'expérience numéro 3, là, regardez bien qu'en expérience numéro 3, qu'est-ce qui se passe? Ben, on a 1, ça veut dire qu'il n'y en a pas un qui est en défaut par rapport à l'autre, mais là on a l'égalité parfaite entre celui-ci et celui-là. On a l'égalité parfaite, mais maintenant quand je prends en excès, je vais prendre en excès l'expérience numéro 4, je prends en excès le C2H5OH. Voilà. Là, qu'est-ce qui se passe? Et vous voyez qu'on a un retournement de situation. Là, comme celui-ci est en excès, et que celui qui est en défaut, là, à ce moment-là, vous voyez qu'on a une quantité plus grande ici formée de C2H5. Enfin, un nombre de mots beaucoup plus grand que celui-ci. Un nombre de mots beaucoup plus grand que celui-ci. Mais le différentiel est beaucoup plus grand. Le différentiel, voilà, quand vous mettez le C2H5OH en excès, ben on a un différentiel beaucoup plus grand, voilà, de la variation du nombre de moles. Ben on va passer de 2 à 1,15. Voilà, un différentiel beaucoup plus grand. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous ai nommé. Et là, on a combien de moles au total? Je veux dire, 1 plus 2, ça fait 3. 0,15, ça fait plus 1,15. Plus 0,85, plus 0,85, ça fait 3. On a toujours le nombre total de moles qui est conservé. Je ne sais pas si on voit, ouais. Le nombre total de moles qui est conservé. Bon, donc vous voyez qu'il y a un jeu d'équilibre qui se fait à l'intérieur de tout ça. Alors maintenant, voyons voir ce jeu d'équilibre. Je remets le tableau ici. Je remets le tableau, je veux dire celui-ci. Donc ça c'est la situation initiale. On a la situation initiale. Au départ, on a mis
1, on a 1 au départ. Là, en situation initiale, on avait 0,33. C'est l'expérience numéro 1. On a 0,33. L'expérience numéro 2, on avait en situation initiale, bien sûr, on avait 0,0 pour les produits. Hein. Quand je mettais 1 et 0,33, on a CH3CO, C2H5, OH2O font 0,0 en situation initiale. Puis on a mis 1, 1,50. On a diminué l'excès, enfin le défaut de C2H5OH. Puis on a fait 1, 1, puis 1, 2. Et quand on était en situation initiale, on avait bien sûr, quand on avait 1, 0,33, on avait 0, 0, c'est normal, je suis en situation initiale. 1, 0,33, j'avais en situation initiale 0,0 de ceci, bien sûr. Voilà. Alors, quand j'avais l'expérience numéro 2, 1, 0,50, on avait 0,0 en situation initiale. Quand on a 1, 0,50, on a 0,0 en situation initiale. Quand on a expérience numéro 3, 1, 1, ben 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, j'ai 0, 0 en situation initiale. Et bien sûr, le quatrième tableau, quand on a 1, 2, là il est fortement en excès. 1, 2, ben, ça donne, qui est celui-ci, voilà, qui est juste derrière. 1, 1, 2, ben, on a 0, 0 en situation initiale. Bon, alors 1 plus 2, ça fait 3 moles au total. Ouais. Donc là, 1 plus 2 fait 3. 1 plus 1 fait 2. 1 plus 0,50, 1,50. Ça, c'est le nombre total de moles, 1,50. Voilà, et là, 1 plus 0,33, 1,33. Ça, c'est situation initiale, ça nous donnait ceci, puisque les deux autres faisaient 0,0. Maintenant, en situation finale, ben, on a 0,7 pour celui-ci, 0,03, 0,3 et 0,3. Si vous faites la somme de ça, plus ça, plus ça, plus ça, vous allez retrouver un 33. Si vous faites la somme de ça, plus ça, plus ça, plus ça, vous avez un 50. Si vous faites 0,34 plus 0,34 plus 0,66 plus 0,66, vous avez 2. Et si vous faites 0,15 plus 1,15 plus 0,85 plus 0,85, vous obtenez 3. Voilà. Donc il y a une quasi parfaite conservation de la matière. Alors maintenant, voyons voir chacune des réactions prises séparément. Alors, je vais prendre l'expérience numéro 1 et je vais calculer ceci. Bon, je vais calculer pour ça il faut un tableau, justement la constante d'équilibre. Mais il faut que j'aille chercher un tableau, je m'excuse. Voilà, je vais calculer ça ici. Il faut un quatrième tableau. Hein. Je calcule dans ce tableau-là. Eh bien, on va calculer une constante d'équilibre qui est la concentration des réactifs sur la concentration des produits. Hein, je peux faire l'inverse, mais j'aurai un sur K. Je peux faire la concentration des produits sur la concentration des réactifs, mais généralement, le K étant les produits sur les réactifs. Mais si je fais l'inverse, j'aurai 1 sur K. Ça change rien. Simplement, j'aurai l'inverse de K. Si K est une constante, on verra que K est une constante, c'est le but de cette vidéo. Si K est une constante, 1 sur K est une constante aussi. Hein. Bon, son inverse est une constante. Alors, donc, les produits, c'est l'H2O. Pour autant que mon marqueur fonctionne, parce que c'est vrai que ça me pose un problème. L'H2O. Voilà. La constante, je l'appelle K, constante d'équilibre. Et alors, là, j'ai l'ester qui est CH3, COO, C2H5. Voilà.
Alors, l'autre, c'est c'est l'acide CH3 COH, c'est l'acide acétique, hein, voilà, l'acide acétique, et l'alcool, c'était l'alcool éthylique ou l'éthanol, qui est le C2H5OH. Voilà. Alors, voyons voir les concentrations, on va les calculer pour chacun des points, et voilà, et voir, donc, j'aurai le cas de l'expérience 1, le cas de l'expérience 2, le cas de l'expérience 3 et le cas de l'expérience 4, puisqu'il y a 4 expériences. Alors, voyons voir. Je prends le cas de l'expérience 1. Alors, le cas de l'expérience 1, le cas de l'expérience 1, voilà, il est là. Donc, je vais faire, bien sûr, à l'équilibre, hein, c'est quand tout s'est stabilisé. Donc, je vais faire 0,3 fois 0,3 sur 0,7 sur 0,03. Donc, 0,3 fois 0,3, ce qui fait 0,3 au carré, sur 0,7 fois 0,03. On va calculer ceci, et j'aurai la constante d'équilibre. Donc, on 0,3 au carré, divisé par 0,7, divisé par 0,03. Voilà. 4,285. 4,285. 4,285. Je vais le mettre ici. 4, je sais pas ce que je peux le mettre. Hein. C'est vrai que je marque ici. Expérience 1, 4,285. J'irai le chercher après. 4, le K, je vais mettre ici 4,285, c'est pour l'expérience numéro 1. Bon, je l'ai mis là. Là, on le voit, 4,285, c'est bien l'expérience numéro 1. Je vais faire l'expérience numéro 2. Alors, pour l'expérience numéro 2, je vais refaire mon calcul. CH3COO, C2H5, 0,42 au carré, c'est 0,42 fois 0,42, ce qui fait 0,42 au carré. Le tout divisé par 0,58 sur 0,08. 0,58 fois 0,08. Voilà, c'est cas d'expérience numéro 2. On va y aller. Donc 0,42 au carré, voilà, divisé par 0,58. Voilà, divisé par 0,08. 3,81. Bon, je vais maintenir tout ce 3,80. L'expérience numéro 2, K 3,80. K égale 3,80. Alors, maintenant, je vais faire l'expérience numéro 3. Le 3, il faut que j'aille la chercher. C'est ici. Donc, je vais faire 2 tiers fois 2 tiers divisé par 1 tiers divisé par 1 tiers. Donc, je vais calculer ça. 2 tiers au carré sur 1 tiers au carré, ce qui fait 4 neuvièmes sur 1 neuvième. Et là j'ai 4. L'expérience numéro 3 me donne 4. L'expérience numéro 3 me donne 4. Bon, on va écrire ça. L'expérience numéro 3 me donne K égale 4. KC égale 4. KC, enfin K égale 4. Et faisons l'expérience numéro 4. Il faut que j'aille chercher l'expérience numéro... Ouais, le K il est là. Le K numéro 4. Ouais, j'ai pas, voilà le 4. Je vais faire 0,85 au carré sur 0,15, 1,15. 0,85 au carré, 0,15, 1,15. 0,85 au carré, 0,15, 1,15 fois 1,15. On va calculer ceci. Voilà, 0,85. 0,85 au carré, 0,85. Je recommence, 0,85 au carré divisé par 0. Non, je recommence. 0,85 au carré, voilà, divisé par 0,15, divisé par 1. J'étais un peu trop vite, 1,15, voilà. 4,18. 4,188.
4,188. Voilà. Ça, c'est pour l'expérience numéro 4. 4,188. Voilà, 4,188. 4,188. 4,188. Et bien maintenant, je vais aller les rechercher tous et je vais faire la moyenne. Donc, je prends le 4, il fait 4,188. Voilà, c'est le cas moyen, hein, je vais faire le cas moyen. Pour l'expérience numéro 1, c'est 4,285. 4,285 hein, pour l'expérience numéro 1. Donc, je vais chercher celui-ci. L'expérience numéro 2, 3,80 plus 3,80. Donc on voit. Et l'expérience numéro 3 me donne 4. Voilà, 4. L'expérience numéro 3 me donne 4. On va chercher 4. Voilà. Plus, je vais faire plus 4. 488. Plus 4. Plus 4,188. Voilà. Et le tout divisé par 4. Et j'aurai mon cas moyen. Voilà. Alors, faisons la somme. 4,285 plus 3,80 plus 4 plus 4,188. Le tout divisé par 4. 4,06 qui fait environ 4. Voilà, 4,06. Voilà ce qui fait environ 4. Et ça, bon. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que la constante d'équilibre, hein, qu'on appelle le KC vaut 4. Environ. Environ 4. J'ai fait une moyenne arithmétique des 4 valeurs du rapport des différents cas des différentes expériences. Hein. Bon, chacun a donné un cas. Et ça restait toujours le même produit. Et voilà, et tous avaient toujours tourné autour d'une constante d'équilibre. C'est normal, pourquoi? Parce qu'à l'équilibre, les masses ou les quantités de réactifs et de produits sont constants. Et par conséquent, leur concentration est constante aussi. Donc, comme les masses et les concentrations, donc les paramètres, on va dire chimiques, puisque la concentration est un paramètre chimique, hein, puisqu'il joue avec une grandeur physique qui est la masse et une grandeur physique qui est le volume, en mol par litre, enfin en quantité de matière, je m'excuse, la quantité de matière qui est grandeur physico-chimique, hein, parce qu'on peut le considérer comme étant grandeur physique ou une grandeur chimique, mais c'est généralement utilisé en chimie. Hein. En chimie, c'est une quantité de matière bon, qu'on utilise souvent en chimie. Bon, et le volume, c'est une grandeur de physique, hein, c'est le volume, volume d'un liquide. Ici, c'est une solution qui est liquide, donc on a forcément un volume en litres. Donc, le nombre de moles par litre, bon, ça fait un paramètre chimique, ce qu'on appelle la concentration. La concentration est un paramètre chimique. Et donc ici, si la masse, qui est une grandeur physique, ou le poids, on peut appeler ça le poids en chimie, parce qu'on ne fait pas intervenir la gravitation en chimie, donc on s'en fout d'appeler indistinctement poids ou masse, on s'en fout, parce qu'il n'y a pas la gravitation qui rentre en jeu, comme en physique, où il faut les distinguer. Bon, il faut distinguer masse et poids en physique, mais ici c'est pas le cas, parce que bon, on n'utilise pas la gravitation, on considère que le poids et la masse, c'est la même chose. Voilà, on parle de. C'est un abus de langage. C'est un abus de langage. Mais en chimie, c'est normal. C'est normal parce qu'on s'en fout de la gravitation. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, ce que je voulais dire, c'est que bon, on utilise grandeur physique, qui est la masse, grandeur chimique qui est la mole, et grandeur physique qui est le volume. Et donc, les paramètres chimiques, qui est le nombre de moles par unité de volume, c'est ce qu'on appelle la concentration, qui est un paramètre de chimie. La concentration est un paramètre de chimie. Voilà. Et donc ici on a joué avec les concentrations parce qu'on joue en nombre de moles par litre. Parce que tout ça c'est des concentrations en nombre de moles par litre, c'est une solution qui se fait à 100 degrés Celsius. Voilà. Et donc tous les états ici sont tous liquides. Il n'y a rien qui est solide ici. Il n'y a rien qui est solide. Maintenant il faudrait voir. Voilà, tout est liquide ici. Voilà. Tout est liquide. Voilà, on est à 100 degrés mais tout est liquide. C'est ça, justement, je joue avec des liquides parce que je ferai la réaction avec des gaz. Et regardez donc comment ça se passe avec des gaz.
comment ça se passe avec les gaz. Donc ici, les paramètres chimiques sont les concentrations. On joue avec des masses, bien sûr, on joue avec des masses, parce que qui dit jouer avec les quantités de matière, les moles, ben on joue avec des masses quelque part, parce que si on a une masse molaire donnée pour un corps, ben, si on a X fois la masse molaire, on a X fois voilà, on a X fois la masse. Si on a X fois la masse molaire, ben, elle sera donnée en grammes. Donc on a bien quelque chose qui est donné en grammes, c'est quand même une unité de la physique, et voilà, une unité de masse. Voilà. Donc la mole, qui est une quantité de matière, voilà, qui est exprimée en grammes, mais pour une certaine quantité de matière, qui est 6,02 fois 10 exposant 23 particules ou entités, qui sont des molécules, des atomes ou des ions. Voilà, cette quantité de matière qu'on représente une certaine masse. Voilà, et donc si on a un nombre de matières proportionnel à cette quantité de matière qui est définie par de manière unitaire, qui est la mole, mais si on a x fois la mole, mais on a une quantité, une certaine masse donnée. Donc la masse, c'est une unité de physique. Voilà, une unité de physique. Mais les concentrations, c'est des unités de chimie, parce qu'il y a la mole, mais bien qu'il y ait le volume qui est de physique. Voilà. Et donc les paramètres chimiques ici, bon, si la masse est, les masses sont constantes, à l'équilibre, bien sûr, les masses sont constantes à l'équilibre, où les quantités de réactifs et de produits sont constants. Je l'ai vu, hein, voilà, et surtout les variations, hein, c'est surtout les variations qu'on voit que cette variation est par conséquent indirectement, et qui dit variation constante dit aussi qu'il y a quelque chose qui influe au niveau voilà, de la mathématique qu'il y a derrière, où il y a quelque chose qui maintient constant. Voilà, donc on peut à ce moment-là, de ce moment-là, faire un produit comme j'ai fait pour trouver le cas à l'équilibre. Voilà. Puisque il y a une espèce de forme qui fait ressortir une constance, mais on peut se dire que pourquoi pas, au niveau des différentiels c'est constant, ouais, au niveau du différentiel du nombre de moles, différentiel du nombre de moles, par exemple si je prends celui-ci, bah ouais, déjà ça donnait 0 ici, en différentiel, moins 1, 2 tiers, moins 2 tiers, plus 2 tiers, plus 2. Différentiel ça fait déjà 0, ouais. Voilà. On peut dire qu'il y a quelque chose qui va s'établir de manière quantité de matière où ça va donner 0. En plus de ça, si vous faites le nombre total de moles, ça fait 2 ici. Avant réaction, et après réaction, quand ça a donné des produits, ben, ça fait toujours 2. Ça ne bouge pas. Donc on voit bien qu'ici, il y a bien un équilibre, en voyant tout ceci, il y a bien un équilibre qui est établi au niveau du nombre total de moles, au niveau des masses, au niveau des quantités de réactifs et de produits, de réactifs et de produits. Donc voilà, quand je dis quantité de réactifs et de produits, ben regardez bien, 1 tiers plus 1 tiers plus 2 tiers plus 2 tiers, ça fait 2. Ça c'est quoi ça? C'est le nombre de moles de différentes substances. Et en l'occurrence ici les réactifs, ici, nombre de moles voilà, nombre de moles ici donc vous voyez qu'ici il y a bien un différentiel qui est, voilà, enfin je m'excuse ici, il y a un différentiel ici, là on a un différentiel qui est constant, un différentiel constant, une somme de moles totale qui est équilibrée par rapport aux situations initiales, mais on peut dire qu'à l'équilibre il y a bien voilà, et si on remarque bien, 2 tiers fois 2 tiers, divisé par 1 tiers, fera bien une constante. Et ça, je vais exploiter ça dans une autre vidéo. Donc, je vais l'exploiter et vous allez voir que autant on avait besoin au départ, si je vous donne pas la quantité ici, si je vous donne la quantité ici, 1 tiers, ben vous savez trouver celle-là. Si je vous donne la quantité 0,58, connaissant ça et ceci, ben je sais trouver 0,08. Voilà. Si je vous donne ceci, ben je sais trouver le 1 tiers ici.
je connais ça, 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 je peux trouver le 1 tiers. Parce que je connais le différentiel. Le différentiel est connu. Je connais le différentiel. Donc, je fais 1 moins 2 tiers, ce qui fait 1 tiers. De telle manière à avoir toujours le même différentiel ici. Voilà. Bon, mais maintenant, il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Et là, il faut la constante d'équilibre. Alors, là, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est en fait, c'est tout simplement le 1 tiers. Comment trouver le 1 tiers? Mais le 1 tiers, si vous connaissez la constante d'équilibre, on sait le trouver, le 1 tiers. Je sais trouver 1 tiers, 2 tiers, 2 tiers. Enfin, du moins, comment? Ouais, je vous montrerai dans une autre vidéo comment on peut aboutir à ça. Comment aboutir, mais je le ferai dans une autre vidéo. Donc, maintenant qu'on sait calculer le cassé, mais le cassé va nous aider pour justement savoir quelle est la quantité qui a été prélevée en nombre de moles. Voilà. Voilà, je vous remercie.